Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sur Les Technos. Pour ce premier numéro de 2017, malheureusement, Marc n'est pas avec nous aujourd'hui. Et donc je vais me prêter au jeu difficile de présenter l'actualité avec mes amis chroniqueurs Sébastien et Bruno. Hello, salut. Alors on va peut-être commencer par le courrier des auditeurs. Cette semaine, il n'y avait pas grand-chose, si je ne me trompe pas, à présenter, Bruno. Non, effectivement. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on fait régulièrement, c'est de présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, je pense. Effectivement, on a reçu pas mal de courriers des auditeurs qui nous souhaitaient les bons vœux. On a eu quelques questions sur des anciens épisodes comme le Synology qui a suscité pas mal de questions auxquelles on a répondu sur la chaîne YouTube. Sébastien, tu voyais autre chose ? Non, c'était ça. C'était effectivement pas mal de commentaires sur nos vieux épisodes, entre guillemets, auxquels on continue à répondre, évidemment. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On est toujours tous là. On est tous là, bon, pas Marc aujourd'hui, mais il va nous rejoindre très vite, ne vous inquiétez pas. Et donc, on va peut-être commencer par l'abécédaire, et cette fois-ci, on va changer, on va commencer par A comme Amazon. C'est Sébastien qui va nous parler d'un cas avec Amazon où on ne l'attendait pas forcément. Voilà, alors c'est une question qui se pose sur ces bidules qu'on commence à mettre dans nos salons, comme l'Amazon Echo ou le Google... c'est le Google Home, ou je sais plus comment il s'appelle. C'est Google Home, ouais. Google Assistant, oui, enfin voilà. Et donc c'est les trucs qu'on met chez soi et qu'on crie Allô Google ou Alexa, est-ce que tu peux me faire le café? Et Alexa, elle te dit bah non, t'as qu'à acheter le café sur Amazon et on te le fera livrer. En gros, c'est plus ou moins ça. Et ça vous permet d'aller chercher des infos sur leur assistant virtuel. Le problème, évidemment, pour que ces assistants fonctionnent, c'est qu'ils doivent écouter en permanence ce que vous dites. Et donc la justice américaine, dans un cas de meurtre, se dit bah si ce truc écoute tout le temps ce qui se passe, là il y a eu un problème, et bien on va demander à Amazon de récupérer tout ce qui s'est enregistré effectivement pendant la période du meurtre. Donc évidemment, ça pose pas mal de questions, parce que ça voudrait dire que Amazon, Google et d'autres auraient tout ce qui se passe et enregistré tout ce qui se passe dans les maisons dans lesquelles on met ce genre de device. Alors pour le moment, c'est non, hein, bien sûr, on ne le fait pas. Vous avez un bouton mute si vous voulez pas qu'on vous écoute. Et autant Amazon que Google répondent en concert en disant que non, on ne fait que enregistrer à partir du moment où vous avez dit le mot magique et on essaye d'attendre le mot magique. Mais pour le reste, on n'enregistre pas ce qui se passe. Donc, pour le moment, effectivement, il ne se passe rien, c'est pas enregistré. Maintenant, ce sera quand même traité en justice début de cette année. Donc, on aura la version officielle sur ce qui se passe derrière ces bidules. Alors, c'est pas forcément important d'un point de vue technologique, d'un point de vue légal. Je trouve ça assez amusant de savoir si effectivement nous sommes écoutés. Ça suscite effectivement pas mal de questions sur la vie privée, hein, Bruno. Oui, à part si la victime s'appelle Alexa, donc ça n'a pas été enregistré, mais je pense que ça serait un peu illogique qu'ils gardent vraiment une trace de tout ce qui se dit, parce que ça représenterait quand même un volume de données trop grand pour être stocké. Donc je pense pas, à mon avis, il doit y avoir un stockage limité sur les X dernières minutes, plus que ce qu'ils disent peut-être, parce que voilà, il faut quand même analyser ce qui se dit. Mais c'est tout. Ils doivent, à mon avis, pas garder les logs de audio de ce qui se dit, en tout cas. Voilà, je suis pas tout à fait aussi franc que toi, parce que finalement, du vocal, ça prend pas tellement de place. Hein. Ici, on est en train d'enregistrer les trucs en 720p, donc on est parti sur des gigas de données. Mais du vocal, au final, 1 heure en MP3 à l'époque, tu te rappelles, Bruno, quand on s'est rencontrés, il y a 20 ans, 1 heure en MP3, c'était 30 mégas. Et donc, il y a encore des algos qui sont un peu meilleurs maintenant. Si tu ne te prends que sur du vocal, sur un truc de basse qualité, c'est pas... voilà, tu peux y aller, tu peux déjà enregistrer pas mal. Donc, si tu prends une petite mémoire en plus sur ces Alexa, sur ces bidules Echo, tu sais facilement garder plusieurs jours de données, soit sur le device, soit sur le cloud d'Amazon, et le cloud d'Amazon a quand même énormément de place. Donc je ne pense pas que c'est une question de place, ils ont la possibilité. Après, est-ce qu'ils le font? Je ne pense pas non plus, mais on aura la certitude en tout cas après le procès. Affaire à suivre. Affaire à suivre donc.
Alors, Apple n'était pas très loin, on va continuer par eux. Et Sébastien va nous parler du chouchou du Père Noël pendant ces fêtes. Et le chouchou, c'était évidemment la pomme. Donc, on a trouvé plein de pommes sous le sapin. Alors, je vais pas dire dans quel état était la pomme, mais apparemment ça s'est pas mal vendu au niveau device sous le sapin, ce qui est assez amusant parce que vous avez donc pour la période de Noël 44% des devices qui ont été activés qui appartenaient à Apple, avec derrière, relativement loin derrière, Samsung avec 21%, et puis Huawei ou tout ce que vous voulez, on va pas repartir cette année avec ce truc, qui est à 3%, donc il n'y a plus personne derrière, et Microsoft n'est même pas dans la liste, hein, il est en dessous de 2%, donc ça n'existe même plus, malheureusement. Pour eux, et alors ça ne correspond pas du tout à la réalité du reste de l'année, parce que sur le reste de l'année c'est Samsung qui est à plus de 50% sur les activations, donc c'est vraiment un effet Noël, où pour Noël c'est pas tendance d'offrir un Galaxy, peut-être qu'ils avaient peur pour leur sapin, hein, ça c'est un autre truc, mais donc la tendance c'était l'iPhone. Alors je sais pas si vous avez reçu des iPhones ou des iPads pour Noël, mais rien du tout chez nous. Ma femme n'ose pas m'offrir des choses avec une pomme. Et chez toi, Bruno? Non. Effectivement, je pense que les gens s'achètent peut-être plus des appareils Android, mais aiment offrir la marque référence quand même. Donc après, ça a coûté cher, hein, parce que les prix d'Apple ont quand même bien flambé en 2016. Parce que ce qui est aussi assez intéressant c'est le type de device qui a été activé. Alors si on reprend en 2013, on avait seulement 4% de phablettes. Si on regarde maintenant, on a sur cette période de Noël 37% de phablettes sur le total des devices qui ont été activés sur la période de Noël. Donc c'est quand même quasi 4 trucs sur 10 qui étaient des gros téléphones contre seulement 9% de tablettes. Donc les tablettes, elles sont quand même en train tout doucement de disparaître. C'est marrant ce cycle quand même où on voit Apple qui disait votre téléphone est très grand, il y a de la place, et puis on revient au plus petit, accessible depuis le pouce. Maintenant, la tendance serait de nouveau aux phablettes. Apparemment, oui. Pour Noël, en tout cas. Et les téléphones plus petits, eux, rétrécissent chaque année. Mais c'est pas les chiffres de l'année, hein, c'est juste les chiffres pour Noël. Apparemment, à Noël, ça doit être gros et ça doit être de la pomme. Ça doit se voir. Voilà. Je pense que c'est surtout parce qu'on offre ce genre d'appareil peut-être à plus à des femmes qui préfèrent, je pense, l'appareil plus grand. Donc oui, ça, une question de taille, ça c'est reparti. Alors on va continuer toujours dans l'ambiance de Noël avec Seb qui va nous parler de Apple qui avait des échanges un petit peu tendus avec Nokia, c'est ça ou? Ah là, ça j'ai bien rigolé, hein. J'ai suivi, il y avait quand même quelques actus, hein, mine de rien, pendant ces fêtes. Et donc Apple et Nokia se sont jetés des insultes à la tête pendant quelques jours. Alors pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Donc Apple, il faut savoir qu'en 2016, hein, si je me souviens bien, ils ont racheté la marque française WeThings, qui est donc celle qui fait une série de devices intelligents comme des balances, des bracelets, des trucs, des tensiomètres. Enfin, ils font toute une série de trucs intelligents entre guillemets. Et ils sont connectés aux appareils Apple. Et donc, Apple les vendait sur son App Store. Et Nokia, finalement, s'est décidé fin d'année en se disant maintenant, je fais plus de téléphone. Je vais peut-être commencer à récupérer un peu de pognon par-ci par-là. Et je vais rejouer avec mes brevets parce qu'on n'arrive pas à trouver un accord où je gagne suffisamment d'argent. Et donc, je vais assigner Apple en justice pour récupérer un peu de sous là-dessus. La réponse d'Apple, évidemment, était je réassigne Nokia en justice pour patent troll les compagnies, donc ils sont tous les deux maintenant chacun dans leur procès, et en même temps ils se sont dit finalement vu qu'on s'engueule, je vais retirer les produits de mon Play Store, enfin de mon Play Store, de mon App Store, et donc du jour au lendemain, quelques jours avant Noël, pouf, tous les produits Nokia ont disparu de la boutique Apple, avec juste une petite phrase, vous cherchez quelque chose, on pensait aussi, mais malheureusement le produit que vous cherchez n'est plus disponible. Donc c'était vraiment, il manquait juste un gros doigt d'honneur à côté pour dire on les a retirés. Voilà. Okay. T'avais quelque chose sur ce sujet aussi, Bruno, ou rien de spécial?
Non, pas grand-chose. Non, mais effectivement, une bagarre sur ces produits-là. Nokia n'est plus vraiment producteur de téléphones. Ils ont vendu cette partie-là. D'ailleurs, on va probablement dans les prochaines semaines voir apparaître les prochains Nokia. Est-ce qu'ils seront à la hauteur de la réputation de la marque ou pas, ça on le verra. Mais bon, ils jouent là où ils peuvent. Ils essayent d'avoir un peu d'argent là où ils peuvent et de se bagarrer avec les grandes pointures. Ça, c'est tout à fait normal. Enfin, Nokia, ça reste quand même une grande pointure. On peut pas encore l'enterrer non plus. Ils vendent plus de téléphone, mais d'un point de vue marque, ça reste un équipementier qui vend énormément en télécom. On va continuer avec le B comme business. Et cette fois-ci, c'est Seb encore qui va nous parler de Qualcomm, la marque Qualcomm qui a des soucis au niveau financier apparemment. Alors financier, ouais, ils ont encore plein de sous, les gars. Mais par contre, ils se sont pris un coup de bûche, parce que c'est le moment. Le coup de bûche, c'est beaucoup donné sur la fin d'année. C'était pas la bifle, c'était la buffle. Bref. Tu vois. Il fallait qu'il la place. C'était tendance. Donc Qualcomm ici, effectivement, ils se sont pris une amende de 1,03 trillion de won. Donc si vous n'êtes pas très habitué à acheter du won, c'est la monnaie en Corée du Sud, ça vaut 853 millions de dollars. Si vous n'êtes pas habitué à acheter du dollar, tant pis pour vous. Donc, ils sont pris une amende. Pourquoi ? Comment ? Parce que la KFTC, pas ceux qui vendent du poulet, la South Korea Fair Trade Commission, donc la KFTC, le truc antitrust, ils ont décidé que Qualcomm abusait de sa position et faisait payer beaucoup trop cher pour ses licences, pour tout ce qui était de ses chips ou ses modems. Donc tout ce qui est les petits chips Qualcomm que vous trouvez partout, c'est beaucoup trop cher. Et abus de position dominante, tu passes à la caisse. Alors évidemment, Qualcomm n'est pas tout à fait d'accord. Qualcomm dit non, dites les gars, c'est parce que j'ai beaucoup investi, c'est pas très cher par rapport au marché, blablabla. Enfin, on connaît tout le truc, logique qu'ils se défendent. N'empêche que sur l'année passée, ils ont fait 26 milliards de revenus, dont 30% revenaient de ces revenus, donc de ce qui est ici mis en cause. Donc 26 milliards, 853 millions d'amende, ok, bon, c'est beaucoup, mais c'est vrai que peut-être voilà. C'est à mettre en relation avec les montants générés, quoi. Oui, voilà, peut-être que c'est qu'il y avait quelque chose derrière. Ça, de nouveau, ce sera à la justice ici coréenne de trancher dans les prochaines semaines. Voilà. Ok. C'est Bruno maintenant qui va nous parler du C comme CES. Il a vu des nouveautés. La première, c'est Cerevo qui a présenté quelque chose au niveau de la VR, Bruno. Oui, on va peut-être juste rappeler un petit peu ce que c'est que le CES, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. CES, c'est le Consumer Electronics Show qui se tient tous les ans à Las Vegas. C'est le salon où est présentée la nouvelle technologie qui va suivre dans l'année. C'est pour ça qu'il se tient aussi tôt dans l'année. Faut savoir que les smartphones, eux, sont présentés plutôt à Barcelone dans un show qui va suivre. Donc ici, on va se concentrer sur de l'électronique et on va voir qu'il y aura certains domaines qui seront un peu plus mis en avant cette année que les autres. Et effectivement, donc on va pas tout passer en revue parce qu'il y a à peu près une annonce par quart d'heure en ce moment au CES, mais on va vous sortir quelques perles rares, je dirais, sur lesquelles on va s'attarder un peu plus. Donc là, le premier bitonio que j'ai vu, c'est la société japonaise Cerevo qui a présenté en fait des chaussures pour la réalité virtuelle. Donc là, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Beaucoup de fabricants font des casques de réalité virtuelle. Là, ils vont un peu plus loin. Donc, ils ont fait des chaussures qui, avec du retour de force, vous donnent un petit peu l'impression de marcher, d'avoir des vrais retours. Ils se combinent avec des gants, donc pour avoir une immersion totale de réalité virtuelle. Donc, ces chaussures qui viennent en fait accompagnées de manettes seront disponibles aux États-Unis à un prix entre 1000 et 1500 $.
rajouter à cela le prix des lunettes VR, donc que ce soit Oculus ou Steam VR ou PlayStation VR, ça fait quand même un petit pactole pour avoir une immersion en réalité virtuelle qui n'est peut-être pas encore à la hauteur des espérances des utilisateurs. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, ça ressemble un peu à des grosses sandales, mais de la taille de bottes de ski. Hein. Enfin, c'est un peu l'image à laquelle ça me fait penser. Alors, il y a une autre annonce qui t'a marqué, c'est LG qui a sorti une nouveauté à propos de la télévision. Oui, on connaît les télé LED. Ça, c'est ce qu'on a communément maintenant dans nos foyers, hein, ça a un peu remplacé le plasma. L'OLED, c'est ce qu'on a plutôt sur nos téléphones. Pourquoi et quelle est la différence? Donc l'OLED est beaucoup plus cher à produire parce que l'OLED en fait permet d'avoir chaque pixel qui est illuminé indépendamment, alors que le LED non, il y a une dalle qui illumine les LED polaires, donc ce qui permet d'avoir une meilleure qualité, surtout au niveau des noirs. Et là, LG, qui est le premier fabricant de dalles OLED au monde, vient d'annoncer, de présenter sa première télé OLED digne de ce nom, on va dire, et super fine. Elle fait à peine 3 mm d'épaisseur, donc elle peut être collée à un mur. Ces dalles ne sont pas très lourdes. Par contre, toute la connectique, bien entendu, doit être déportée. Ici, ils ont choisi de le déporter sur une barre de son. Donc là, vous avez toute la connectique et par une simple nappe plate, ça se connecte à l'écran. Donc, eux sont les premiers à lancer vraiment une vraie télé OLED qu'on peut s'acheter parce que, oui, ça reste cher. Hein, c'est à partir de $10,000 pour du 65 pouces, mais c'est beaucoup moins cher que ce qu'on a eu jusqu'à présent et ça sera le futur de la télé chez nous. Donc eux, c'est les premiers. Sony et Samsung vont présenter leur modèle aussi. Ils ont un peu plus de mal à produire ces dalles-là parce qu'effectivement, c'est LG qui les produit pour eux. Donc eux, on la primeur sur la technologie. Il y a une autre tendance qui va arriver, c'est ces écrans souples qu'on voit de plus en plus également. Ouais. Mais donc la tendance est vraiment à l'ultra fin maintenant. Le moins d'encombrement possible. Tout à fait. On va passer chez Seb maintenant, qui va nous parler d'un produit pour lequel il avait fait, pour une version précédente, si je ne me trompe pas, un hors-série. Il s'agit de la Nvidia Shield. Et oui, je voulais rajouter un petit truc sur le CES pour le salon. Pour ceux qui ne savent pas d'où vient le succès à l'époque du CES, c'est qu'en même temps, enfin en partie, hein, en même temps que le CES, se tenait un salon à côté qui était un salon je ne sais pas si vous savez, vous. Un salon adulte, évidemment. Mais oui. C'était un énorme salon adulte et malheureusement, il a disparu depuis quelques années, donc ça ne se fait plus maintenant. C'est un peu plus triste le CES. Mais il se tient sur le stand VR du CES. Non, ils sont vraiment. Il y a même eu un débat parce qu'il y a un stand qui présentait un produit adulte entre guillemets l'année passée et ils se sont retrouvés tout au fond dans un petit truc et donc les mecs se sont retrouvés. Ils pouvaient pas montrer le moindre bout de sein, le moindre truc, donc ils se sont dit ok, plus jamais pour nous, le CES est devenu trop rigide avec la sexualité. Donc ça c'est l'histoire des CES. Il y en a quelques-uns qui regrettent quand même qu'il y ait plus ce mix entre le salon du porno à côté et le salon de la technologie, parce que les uns se promenaient dans les autres, pas dans le salon des autres. Ouais. Ils faisaient plein de trucs, c'était drôle quoi. C'était le bon temps. Et donc Nvidia, ils ont relancé une Shield. Alors, on en parle depuis des mois. On se disait ils vont nous révolutionner le bazar parce qu'ils avaient effectivement déjà déposé un truc aux États-Unis. On savait que le truc allait arriver. Et en fait, on est quand même un peu déçus. Enfin moi en tout cas. Parce qu'ils ont sorti une nouvelle Shield qui est juste un tout petit peu plus petite, mais le matériel à l'intérieur est exactement le même. Donc ils n'ont pas changé de processeur, ils n'ont rien changé. Ils ont même nom de mémoire, même. C'est juste un facelift. Le prix est totalement similaire. C'est juste que maintenant on est sur du 4K HDR et la HDR n'était pas censée être sur la première du nom. Mais vu le peu de contenu qu'on a en 4K et en plus en 4K HDR, ceux qui ont une Shield surtout gardez-la bien. Hein, ça sert à rien de changer. Ils ont quand même fait un petit facelift sur la manette. Pour moi c'est un petit peu plus gamer mais sans plus quoi. Pour moi c'est pas une révolution, il y a juste que le micro ici peut te permettre d'être écouté en permanence et donc tu peux faire OK Google au lieu d'appuyer sur le bouton. Je pense que quand je suis en train
train de jouer, je m'en fous un peu. Donc je vais pas forcément changer de manette, mais la nouvelle manette sera compatible avec l'ancienne Shield. Et ce qui est intéressant aussi en plus, je ne sais pas trop, il n'y a rien d'autre sur cette Shield en fait, c'est nul quoi. Ah non, je suis un peu déçu, c'est vrai, hein, ça aurait pu être, ils auraient pu revoir un peu les specs à la hausse, même si les specs sont toujours extraordinaires, ça reste la meilleure de la console, la meilleure des consoles Android aujourd'hui. Donc voilà, la manette, l'ancienne, la petite télécommande, elle n'a pas bougé d'un iota. Oui, ils ont rajouté un autre truc, un spot, un machin, mais là par contre j'ai pas tout suivi sur ce à quoi ça va servir. Peut-être que Bruno en sait plus que moi là-dessus. Interagir. Oui, en fait c'est un appareil qui permet en fait de capter justement les commandes vocales, mais qu'on peut l'avoir installé dans une autre pièce que la Nvidia Shield, et qui peut d'ailleurs donc ne pas la télé ne doit pas être allumée, donc qui va fonctionner comme une passerelle pour Google Home, pour l'assistant Google Home en fait. Et c'est à ça que sert Spot. Et ça devient quand même assez intéressant parce que avec la Shield, on a ce satellite-là qui permettent d'avoir toute cette expérience-là dont on va parler dans le prochain sujet, je pense. Effectivement, la grosse tendance maintenant au salon, c'est la maison connectée, Bruno. Et tu parlais de Google Home, il y a notamment des choses à en dire. Oui, c'est vraiment le mot qui est dans toutes les bouches en ce moment au CES, c'est la maison connectée. La maison connectée, il faut savoir qu'il y a en fait 3 intervenants qui centralisent un peu tout ça. Hein. Chaque appareil connecté a des fonctionnalités dans notre maison, que ce soit une caméra connectée, que ce soit un système de captage de fumée, station météo, etc. Tout ça est connecté, oui, mais il faut pouvoir le commander, il faut pouvoir le centraliser. Et il y a 3 systèmes qui sont un peu en concurrence. C'est celui d'Apple, donc HomeKit. Hein. Vous avez celui nouveau venu, celui de Google Home, Google Assistant, si vous voulez. Et il y a en fait le précurseur, c'est Amazon Alexa. Donc ces 3-là sont vraiment en concurrence directe. Et faut savoir que là, je pense que plus de la moitié des annonces CES, c'est vraiment des appareils qui disent oui, nous on fonctionne avec Alexa, avec Apple HomeKit ou avec Google Assistant, rarement avec les 3. Donc il y a un vrai, ou avec 2 au moins, il y a un vrai choix qui est fait par les constructeurs. Et juste pour vous dire quelques chiffres, au moment où on parle maintenant, il y a eu 8 annonces d'appareils qui sont compatibles ou complètement intégrés à Google Home, Google Assistant. Il y a une quinzaine d'appareils présentés qui sont compatibles avec Apple HomeKit, et il y a quand même une trentaine ou plus d'une trentaine d'appareils qui ont choisi Amazon Alexa. Donc c'est vraiment la tendance, c'est Alexa. Après, qu'est-ce qu'on a comme appareil? Surtout tout ce qui est contrôle des lumières, des dimmers. Il y a Belkin qui est très fort et qui eux sont sur Google et sur Alexa. Pas sur Apple HomeKit. Vous avez Whirlpool, quand même un grand nom de l'électroménager qui eux ont choisi complètement Amazon Alexa. Vous avez notamment des machines à laver qui pourront être commandées par la voix ou savoir quel est l'état de votre machine en route. C'est quelque chose qui paraît anodin, mais ça peut être assez intéressant pour la ménagère de moins 50 ans, on va dire. Et vous avez tout ce qui est téléconnecté, bien entendu, enceinte connectée. Tout ça, généralement, fonctionne très bien avec Google Assistant, mais de plus en plus avec Alexa. Il faut savoir qu'il y a une grande différence, en fait, entre Amazon Alexa et HomeKit et Google Assistant, c'est que Amazon permet et même encourage l'intégration du système Alexa dans des devices autres que ceux que commercialise Amazon, donc l'Amazon Echo, et l'appareil phare qui utilise Alexa, vous avez Amazon Dot qui est la version plus petite, mais là on voit apparaître maintenant des appareils par exemple Lenovo
copie vraiment quasi la forme et les fonctionnalités qui intègrent Alexa sous licence et donc permettent d'avoir des enceintes connectées intelligentes utilisant Alexa mais à moindre coût ou d'un autre design ou ayant des fonctionnalités supplémentaires. Donc ça c'est le grand plus d'Alexa et je pense que ça a été un petit peu la raison pourquoi beaucoup de constructeurs ont plutôt choisi Alexa. Aussi Alexa est le premier qui est apparu. Donc, ça a été présenté au CES de l'année passée. Donc, voilà, ça a permis quand même d'avoir un développement un peu plus long. Hein. Je vois que Seb voudrait réagir. Oui, mais ça me fait quand même un peu bizarre, moi. Je suis désolé, j'ai vu le lancement d'Alexa Echo il y a quelques années et nous, on trouvait ça fun, Marc et moi. Donc, le Marc qui est mon associé normalement, qui n'est pas là non plus aujourd'hui, mais qui va très bien. Et donc, on trouvait ça fun pour essayer de bidouiller, hein, mais en dehors de ça, je trouve quand même ça limite étrange d'avoir un truc dans mon salon qui m'écoute en permanence pour qu'il puisse me recommander une cartouche d'encre sur Amazon quand j'en ai plus, ou me donner la météo. J'ai déjà du mal, je trouve, à parler à un téléphone pour lui poser une question, alors que et je vois très peu de gens utiliser Siri autour de moi ou même des assistants sur téléphone. Je n'en connaissais qu'un qui le faisait. C'est vrai qu'au début, on voyait beaucoup les gens jouer avec Siri, etc., un petit peu quand c'est sorti, mais on voit ça de moins en moins, à part peut-être dans les voitures pour dicter un SMS. Je sais pas. Même en voiture, je t'avoue que j'ai plutôt tendance à ressortir le doigt et à chaque fois que sur le téléphone, sur le... Non, faut pas oublier que Amazon a vendu des millions d'Echo, mais aux États-Unis. Donc c'est vraiment là que ça se passe. Et le CES est un salon américain, et donc tous ces développements-là se font aux États-Unis, et tous ces produits-là sortiront de toute façon d'abord aux États-Unis. On n'a pas encore l'Amazon Echo ici, on n'a pas encore d'autres devices Alexa. Ben justement, dû au fait qu'il y a d'autres marques qui vont maintenant le proposer, ça va accélérer le processus. Et il ne faut pas oublier que ces devices-là, cette façon de communiquer avec les assistants intelligents se fait à la maison. Donc c'est normal que tu ne vois pas les gens le faire, parce que soit tu le fais toi chez toi, soit tu ne vois pas les autres gens le faire chez eux. Effectivement, Siri n'est pas utilisé par tout le monde, mais quand les gens l'utilisent, c'est un peu en cachette, parce qu'ils vont pas se mettre à utiliser Siri dans la rue. Hein, tout à fait. Si, mais si j'en connaissais un, c'était juste extraordinaire. J'en étais plié de rire à chaque fois. Hein. Il faisait ça au bureau, mais c'était assez drôle. Mais oui, c'est vrai qu'il n'existe pas encore en français. Hein. Si je m'abuse, il n'est pas encore dispo chez nous. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas encore familiarisé à ce genre d'outils, parce que il y a c'est encore en anglais, donc il y a beaucoup de personnes qui savent tout simplement pas encore l'utiliser dans nos régions. Ouais, mais question à chaud, Bruno, t'achètes ? Oui. Okay. Tout à fait. Non, dès que... Moi, j'ai précommandé, j'ai demandé une invitation pour l'Amazon Dot, plus précisément, mais si je peux en avoir un de Lenovo ou autre, c'est tout de suite, et c'est à tester. Et l'impression qu'on avait tous qu'Alexa était bien plus développé que tous les autres assistants personnels, et se confirme un petit peu dû au fait que tous les constructeurs le suivent. Hein. Donc, à voir. Un marché. Je diverge un peu, mais t'en attends quoi ? De pouvoir récolter les informations des différents appareils connectés. J'ai beaucoup d'appareils connectés à la maison, et de pouvoir acheter peut-être un lave-linge, un lave-vaisselle qui soit connecté, ou un frigo. Il y a des frigos connectés qui viennent d'être annoncés au CES, qui permettent par exemple de dire Alexa, dis-moi si j'ai encore des œufs dans mon frigo, ou est-ce que j'ai des aliments dont la date de péremption va arriver à bout cette semaine, ou alors dans mon frigo, avec ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire comme recette? Ou alors imagine, tu es au supermarché et tu te dis, je sais pas, est-ce que j'ai encore des œufs à la maison? Alexa, est-ce que j'ai encore des œufs à la maison?
T'imagines? C'est ce truc que j'ai toujours voulu, par contre, c'est une webcam dans mon frigo. Bah là, tu auras ça, mais pas filmé. Mais tu peux rajouter une webcam dans ton frigo pour savoir si la lumière s'éteint quand tu fermes la porte. Vas-y, trouve une webcam qui fonctionne dans le frigo, parce que ça doit être sans fil, ça doit être sur pile. Et s'il y en a un qui nous écoute et qui sait comment mettre une webcam dans le frigo en infrarouge, et le commentaire. Voilà, le commentaire et on réagira. Alors, il y a un autre marché qui est en pleine expansion. Hein. On va passer à M comme musique. Et Bruno, tu vas nous parler du marché des abonnements de streaming qui se portent plutôt pas mal. Oui, en fait, le marché de la musique se casse un petit peu la binette pour ce qui est des disques, des disques, on va dire, des CD vendus dans les bacs. Hein. Ça, c'est affreux. Il y a une augmentation, c'est sur les vinyles, mais bon, c'est tellement marginal qu'on va même pas en parler. Mais effectivement, les maisons de disques tirent leur épingle du jeu, car en 2016, il y a quand même une bonne augmentation des abonnements payants de streaming, que ce soit Spotify, Apple Music, Tidal ou autre, Deezer. On a une augmentation de 124% des abonnements payants, parce que faut savoir qu'il y a aussi des abonnements gratuits chez Spotify ou autres, mais les payants donc ont augmenté de 124% par rapport à 2015, et ça permet vraiment d'avoir une augmentation au niveau des revenus des majors. Est-ce que derrière, les droits d'auteur sont bien reversés comme il faut aux musiciens? J'en doute, parce que voilà, c'est quand même de toute façon sur les concerts qui gagnent le plus d'argent, mais qu'ils arrivent à récupérer un petit peu d'argent. Mais en tout cas, le marché se porte bien grâce au streaming, grâce aux abonnements. Et on a tous l'un ou l'autre abonnement qu'on n'utilise pas. Ça permet quand même de faire marcher l'économie. Et toi, Seb, tu es plutôt partisan d'acheter encore un CD ou un morceau ou bien les abonnements de streaming te plaisent bien aussi? Non, honnêtement, c'est vrai que ça fait depuis que c'est sorti, que c'est disponible en Belgique, j'utilise Google Play Music parce que c'était un des premiers, et honnêtement j'en suis extrêmement ravi parce que voilà, j'ai tout y est. C'est vrai que ça me coûte pas extrêmement cher et j'étais pas un grand fan des autres solutions, donc c'est utilisé par toute la famille, donc moi j'aime encore assez bien le concept. Par contre, sur les vinyles, j'étais en train de fouiner pendant que Bruno racontait que les vinyles ça ne se revendait plus, c'était nul, c'était ringard. Tu sais que j'ai pas dit ça. Tu sais qu'apparemment les vinyles ça représente quand même 2% des ventes des physiques, donc de tout ce qui est média physique pour tout ce qui est musical, et ça a une augmentation de 25% en France par an pour le moment, donc c'est quand même un truc alors 25% de 2% c'est pas grand chose, mais ça reste quand même pas mal, quoi. Oui, mondialement ça a cru de 26%, donc on est dans la moyenne effectivement. Faut pas oublier que dans ces 2% il y a quand même beaucoup de DJ qui travaillent encore avec des platines. 25% ça fait quand même quasi 1 million, donc des DJ à moins qu'ils les bouffent. Non, mais tu sais que sur un vinyle de DJ, il y a 2 morceaux, un par côté. Ah oui, les vinyles de DJ, pas les DJ qui les achètent, sinon il y a beaucoup de DJ. Non, les vinyles de DJ, donc voilà, ça fait un volume automatiquement assez grand. Et il y a ceux qui préfèrent vraiment effectivement le son du vinyle au son digital des CD, qui de toute façon n'est pas réel, n'est pas complet, on va dire. Pour les DJ, il y a ce toucher aussi qui est pas la même chose. Ah oui, le toucher. Avec les vinyles. On a d'ailleurs eu une remarque des auditeurs. Effectivement, on parle toujours beaucoup de Spotify, Deezer, Apple Music, etc. On parle très peu de Qobuz, qui est une société française au même titre que Deezer, mais qui eux effectivement permettent d'avoir une qualité de son supérieure aux autres offres. Donc effectivement, faut être complet. Voilà, on l'a dit, on l'a cité une fois au moins. Et Google Play Music, il est bien, Google Play Music. Et Google Play Music. Il est bien. C'était un des premiers qui faisait du offline. Alors, j'ai une petite anecdote, parce que je pense qu'on a encore une seconde. Google Play oui, on a toute l'année, ça. On a toute l'année. Au moment où je l'avais installé, je pense que c'était l'époque où Stromae avait lancé son premier album en Belgique. Et donc, tu pouvais faire une copie locale pour éviter de devoir télécharger l'album quand tu étais en train de te promener en rue. Bon, la 4G, ça coûte cher. Il faut se remettre à l'époque, c'était Stromae et son premier album. Et donc, j'avais juste cet album-là que j'avais décidé de mettre en offline sur mon téléphone.
Et puis à un certain moment, je reçois un mail de mon provider. Cette petite histoire, ça ne vous inquiétez pas, ça prend 2 minutes. Je reçois un mail de mon provider, Belgacom, à l'époque, Proximus, donc chez nous en Belgique, et qui me dit, vous avez dépassé votre quota. Parce qu'en Belgique, on a des quotas sur les lignes, donc à partir de 500 gigas, on vous coupe le truc et vous n'avez plus rien. Je me dis, 500 gigas, c'est pas possible, on est le 2 du mois. Stromae, c'est quand même... On est le 2 du mois, j'ai rien foutu. Donc effectivement, je vais rajouter des packs. Je me dis, non, je vais encore surfer un petit peu. Je vais encore surfer. Et puis 2 heures après, vous avez de nouveau bouffé les 25 gigas. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai rien je n'ai rien fait. J'ai juste pris mes mails. Et donc je commence à analyser le truc. J'ai analysé tous les devices, je les ai coupés un par un. Et puis en fait, je me suis rendu compte que Google Play Music téléchargeait un titre de Stromae en continu. Et donc j'ai téléchargé pour plus de 500 gigas d'album de Stromae grâce à Google Play Music. Donc ça, je m'en rappelle encore. Mais je l'ai gardé. Et c'est donc grâce à toi que Stromae a eu du succès, parce qu'il a eu beaucoup de téléchargements. 500 gigas. Stromae, si tu nous écoutes, voilà, c'est grâce à Seb. Voilà, et il va peut-être vous répondre sur les réseaux sociaux. On va passer des héros S comme social. Et c'est Seb qui va nous parler de Twitter qui a annoncé une nouvelle fonctionnalité. Ah oui, une nouvelle fonctionnalité sur Twitter. C'est ce qui se passe beaucoup pour le moment sur Twitter parce qu'ils sont quand même en chute de vitesse. Alors le truc, c'est difficilement en parler des heures comme de l'album de Stromae. Je vais pas vous refaire le coup ici. J'ai rien avec, j'ai pas de petite anecdote sur Twitter. Mais donc ils ont lancé les vidéos à 360 degrés dans Periscope. Donc maintenant, ça y est, on pouvait streamer en 360 degrés sur Twitter. On s'éloigne toujours un petit peu de ces fameux 140 caractères et on est toujours en train de se mettre à fond dans la vidéo. Ils sont tous en train de se battre sur le plus de fonctionnalités possibles, que ce soit Facebook, Google, Twitter ici, pour essayer d'être le média qui sera celui sur lequel tout le monde va quand on veut publier une vidéo live. Alors c'est quand même encore assez réduit le nombre de personnes qui connaissent et qui savent publier ou même enregistrer des vidéos en 360, mais on n'en a pas parlé dans le CES et on en parlera probablement encore dans plein d'autres trucs du CES la semaine prochaine, parce que c'est juste le début ici quand on enregistre. Mais Ricoh vient de sortir une mise à jour du Ricoh Theta. Le Ricoh Theta, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un device qui permet de faire des vidéos et des photos en 360 qu'on a fait dans un hors-série ici même. Je vous engage à aller le revoir. Et ils ont ressorti donc une nouvelle version du Ricoh Theta, et c'était le R, je pense, qui vous permet de faire l'enregistrement 24/24. Donc vous pouvez streamer en permanence, tant que vous l'alimentez en courant, évidemment, grâce au nouveau truc Ricoh Theta. Et donc il y a moyen, via Periscope, de regarder en 360 votre salon 24 heures sur 24 si votre salon est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bruno? Si tu penses que la 360 peut dynamiser un petit peu de nouveau ou donner un regain d'intérêt pour un réseau comme Twitter? La 360 va de pair avec la réalité virtuelle, avec tous ces casques. Donc, moi, je pense que oui, il y a un intérêt sur certains services, sur certains points. On va pas répéter que c'est des services pour adultes qui vont peut-être bien marcher. Est-ce que Twitter va tirer son épingle du jeu de ça ou pas? Ils doivent s'y lancer. Twitter, ils ont des gros soucis, on le sait tous, pour réussir à suivre Facebook et les autres. Donc voilà, ils doivent se démarquer. Là, ils suivent un petit peu juste la tendance, mais voilà, effectivement, on ne sait pas trop. C'est peut-être une fonctionnalité qui se doivent d'inclure pour pas être largués par les autres réseaux sociaux qui l'ont intégré déjà pour la plupart. Donc, si Seb, tu n'as rien d'autre à dire à ce sujet? Non, si, en fait, non, je sais pas, sur la 360, autant le streaming vidéo, Periscope et compagnie, j'accroche assez moyennement parce que on a déjà eu ces discussions par le passé. Il me manque le fait de savoir qu'à tel moment j'aurai quelque chose. Donc il y a des abonnements sur Facebook qui se font maintenant, enfin des notifications que tel jour je peux savoir qu'il y aura une vidéo. Autant le 360, là je suis plutôt tenté à aller regarder parce que c'est quelque chose qui est plus immersif et qui permet, avec un casque qui pour 3 fois rien, de te mettre dans une situation où ça t'aurait pris 10 heures d'avion pour aller regarder un paysage ou voir quelque chose que tu n'aurais pas pu voir de tes petits yeux. Et j'aime bien le principe de ne pas avoir l'obligation de suivre le champ qui a été défini par le caméraman. Alors évidemment que normalement tu vas regarder
le truc, si c'est un coucher de soleil, le coucher de soleil dans le bon sens. Mais peut-être que tout le monde va regarder de ce côté-là. Pendant ce temps-là, moi, je vais peut-être regarder de l'autre côté parce que j'ai envie. Donc, c'est cette liberté de pouvoir regarder de l'autre côté si tu as envie, même si tu vas pas le faire, que je trouve assez sympa avec la techno. Donc, si Twitter propose une manière assez facile d'arriver à ces vidéos, plus facile que sur Facebook, parce que Facebook, je trouve que ça reste toujours pénible, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Maintenant, faut que les gens mettent du contenu, et pour mettre du contenu, il faut des caméras 360, et là, honnêtement, ça court quand même pas encore les rues, quoi. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on trouvera dans les voitures. On va continuer avec ce sujet-là. Donc V comme voiture. Bruno va nous parler de Ford et Toyota qui s'allient pour la voiture connectée. Tout à fait. On connaît les solutions de voitures connectées d'Apple et de Google. En fait, il y a un consortium qui s'est formé pour un peu contrer à ça. On a Ford, Toyota, mais aussi d'autres constructeurs japonais comme Mazda, Subaru et Suzuki, et d'autres équipementiers qui sont rajoutés à ce consortium pour développer une plateforme open source qui s'appelle la SDL. Donc c'est la Smart Device Link qui permettra en fait de connecter son téléphone au tableau de bord d'une voiture, mais indépendamment de technologies Apple ou Google, pour un peu garder quand même le contrôle de ces fonctionnalités-là, et d'avoir la certitude qu'au niveau de la sécurité, on puisse quand même avoir quelque chose de juste, hein, parce que dans l'open source, on a quand même la vue sur le code source, ou ce qu'on n'a pas, certainement pas chez Apple. Chez Google, ça dépend un peu des licences. Donc voilà, cette plateforme va être mise en place dans les prochains mois, et puis les interfaces vont être intégrées dans les prochains modèles au courant de 2017-2018. Hein. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour quelque chose qui touche à l'open source. On n'a pas que du propriétaire, même dans le domaine automobile. Seb, toi, tu es un grand fan des objets connectés dans la voiture. On sait que tu as regardé un peu déjà les dashcams, les systèmes OBD2, ODB2. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? D'abord, juste préciser, alors que Bruno était quand même un grand fan d'Apple, attention, Apple fait beaucoup d'open source. Je vais les défendre sur ce coup-là, ils en font beaucoup aussi. Qu'on ne nous maltraite pas dans les commentaires. Apple en fait beaucoup, ils en font tous énormément. Quand ça les arrange, souvent, mais ça c'est un autre problème. Au niveau open source, c'est pas les premiers à faire un truc open source sur les bagnoles. Il y avait celui qui avait craqué l'iPad à l'époque et l'iPhone. Mince, je me souviens plus sur le nom. Marc pourrait nous le dire en 3 secondes. Ouais, et qui avait fait son truc bidouillé en mettant des capteurs un peu partout sur sa voiture. Donc bon, évidemment c'était pas Toyota, hein, c'était le petit gars dans son coin avec quelques petits capteurs et un Raspberry Pi ou un truc comme ça pour rouler avec sa bagnole. Voilà, moi je reste assez sur le fond, je reste quand même encore assez circonspect. J'aime bien garder le contrôle de ma bagnole, même si pour le moment je ne le contrôle pas beaucoup avec le verglas. J'aime bien récolter les informations, mais donner le contrôle à un ordinateur sur ma bagnole, c'est moins mon genre, hein, tu vois. C'est comme dans l'avion, hein. J'aime pas l'avion parce que c'est pas moi qui pilote. Mais là, la bagnole, va falloir vachement me convaincre avant que je laisse. Ça te dérangeait pas quand même, hein, de la piloter? Oui, mais je l'avais essayé, mais je n'ai jamais lâché le volant, donc je n'ai pas essayé le mode autonome. Je ne suis pas sûr que je lui laisserai le choix de rouler ou pas à ma place. Donc je suis pas encore super chaud. Petite anecdote sur Tesla et son mode autonome. Ils ont sorti une publicité, j'ai vu la news passer tout à l'heure, où on voit un homme qui meurt d'une crise cardiaque au volant d'une Tesla, et leur slogan c'est « Même si vous mourrez au volant, la voiture continue à rouler ». Donc c'est quand même elle va au cimetière directement. Alors... il y a eu pas mal d'articles. Il y en a un qui a utilisé sa Tesla aussi pendant, je me demande si c'était pas pendant les fêtes, qui a eu un problème de santé et qui a réussi à aller jusqu'à l'hôpital grâce au système autonome. Donc je suis d'accord que dans pas mal de points ça peut être intéressant, mais si tout le monde met une voiture autonome sur l'autoroute, d'accord, là je veux bien suivre le pas parce que ça pourra résoudre pas mal de problèmes. Si je suis le seul couillon avec une bagnole autonome, non, très peu pour moi, quoi. Ça va pas le faire.
Alors, on a parlé de Apple, on a parlé du CES, on a parlé des Bitonio, on a parlé de Google. Il nous reste à passer au W comme What the fuck avec Seb. Et oui, et j'aurais pu le mettre dans sécurité, mais je trouvais ça tellement délirant que les gars ils sortent une alerte là-dessus que bon voilà, on les poussé tout au fond de notre petit annuaire. Alors c'est la FDA aux États-Unis, hein, donc Food and Drug Administration, qui a mis une alerte en disant faites attention les gars, vous allez un jour vous faire pirater votre pacemaker. J'ai dit quoi cette blague? Mon pacemaker déjà j'en ai pas, hein, donc tu m'embêtes pas avec cette histoire. Et en plus, qui voudrait hacker comment tu voudrais hacker un pacemaker? Donc les mecs ils sont quand même fendus d'un post expliquant en long et en large que bah attention, maintenant on commence à avoir des trucs de plus en plus connectés d'un point de vue médical pour récupérer les informations si votre pacemaker a bien fonctionné, si pour votre rythme cardiaque est correct et si effectivement il a dû il a dû s'enclencher pour vous sauver la vie, hein, et donc toutes ces infos peuvent être récoltées par les médecins. Ils disent donc si ça peut être récolté, c'est que le truc peut être connecté, et donc comme ça peut être connecté, ça peut être piratable. Donc comme il y a peu de gens qui rentrent chez eux, débranchent leur pacemaker, le mettent à jour et le remettent, on risque d'avoir des problèmes. Donc ils ont publié toute une marche à suivre pour les constructeurs en se disant vous aussi vous allez pouvoir avoir des vulnérabilités, hein, que ce soit dans des pacemakers, dans des défibrillateurs et dans plein d'autres trucs. Donc vous avez 30 jours pour résoudre plus ou moins le truc et 60 jours après, 60 jours en tout pour le déployer. Mais après, je vois déjà quand même bien au journal qu'on appelle. Alors tous ceux avec le pacemaker A42, s'il vous plaît, venez à l'hôpital, sinon vous allez être piraté. Ça fait quand même un peu étrange, quoi. Il va falloir se brancher un USB quelque part pour faire la mise à jour. Voilà. Donc, Bruno avait aussi quelque chose de sympa à nous parler, toujours par rapport au CES, et cette fois-ci c'est un lit connecté. Oui, donc je ne l'ai pas mis dans le CES. Je vais vous expliquer à la fin du sujet pourquoi j'ai mis dans What the fuck. En fait, c'est un lit connecté. Vous me dites, super, qu'est-ce qui fait ton lit à part d'avoir un matelas, des couvertes, tout ça. En fait, il permet d'ajuster vraiment la dureté du matelas en fonction de ses usages, de son poids, de ses usages de sommeil, etc. Il va pouvoir chauffer les pieds de madame quand il capte que ses pieds sont trop froids. Ça, c'est bien, c'est bien. Et il va aussi capter que monsieur est en train de ronfler et il va rehausser par exemple le dossier pour éviter qu'il gonfle. Donc, pourquoi c'est what the fuck? Je vous invite à aller voir ça, parce que nous on est quand même mariés, nous les geeks, parfois, oui, on a des épouses, on discute parfois de ce qu'on Moi j'en ai qu'une. Des sujets qu'on va aborder dans les technos. Et quand j'ai abordé ce sujet-là, j'ai dit, super, moi je vais acheter ce lit-là parce qu'il va me chauffer les pieds, il va me t'empêcher de ronfler et je vais pouvoir enfin dormir. Donc je dis what the fuck, mais pourquoi vous faites des trucs pareils que nos femmes veulent acheter maintenant? Non, c'est pour nous, les hommes, les geeks. C'est WAF, on aurait dû dire W comme WAF. Eh bien voilà, on est à moins que... Non, j'ai pas fini, j'ai toujours un petit truc à dire. C'est un mot à dire, évidemment, on est dans le what the fuck. Oui, le lit connecté, il y avait un autre truc, je sais plus si c'était au CES ou au Kickstarter, il faut absolument qu'on le retrouve. C'était aussi un projet qui permettait, je crois que c'était Kickstarter, qui permettait de refaire ton lit. Ça, c'est bien le genre de truc qui te casse la tête le matin, tu te barres et puis le truc te revient. Merde, j'ai oublié de refaire mon lit, c'est pas beau ce truc. Et apparemment, il y a un mec qui s'est dit qu'il allait connecter tout ça aussi pour refaire son lit automatiquement. Les gens sont fous. C'est un système de matelas gonflable qui se met dans la couette et qui se gonfle, donc qui se met à tout à fait droit et qui permet de refaire le lit apparemment. C'est intéressant. On avait aussi parlé dans un autre What the fuck d'un ancien numéro d'un lit connecté qui pouvait prévenir monsieur ou madame que son conjoint était occupé à faire des choses pas très normales dans le lit et qui n'était donc probablement pas tout seul dans le lit. Ça n'a pas été financé, ça. Comme ça n'a pas été financé. Non. Je suis sûr que non. Donc voilà, on est à la fin de ce numéro 105, du premier numéro de l'année 2017. On vous souhaite encore une très très bonne année et je remercie Bruno qui était ici avec moi pour ce numéro et Sébastien. Et vous retrouverez très vite Marc dans le prochain numéro pour reprendre la main sur la présentation.